Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au menu du forum de la presse de ce vendredi, 4 sujets qui ont marqué d'une manière ou d'une autre l'actualité durant la semaine. Il s'agit de la poursuite de l'opération de déguerpissement des trottoirs de Bamako, l'annonce par Ansardine de la prise en otage des 5 militaires maliens, les inondations qui ont déjà fait des victimes à travers le pays et beaucoup de dégâts, et l'évolution de la situation à Kidal qui toujours pas. Alors, situation toujours préoccupante donc à Kidal. Les journalistes que nous avons invités dans ce studio sont au nombre de 3. Il s'agit de Mme Togola Awa Semega de Kunafoni.com, Benjamin Sangala de Fraternité Africaine et Paul Ben qui est journaliste indépendant. L'émission vous est présentée par Seydou Foma. Le grand dialogue. Le premier sujet que nous abordons dans le forum de l'après de ce vendredi, c'est la poursuite de l'opération de déguerpissement des trottoirs de Bamako samedi dernier. L'opération avait suscité quelques inquiétudes avec les échauffourées auxquelles elle avait donné lieu. Après une courte pause, l'opération a donc repris et à Mikane, le gouverneur dit que tout est négociable sauf l'arrêt de l'opération. Peut-on dire qu'il y a eu plus de peur que de mal, Paul Ben? Merci. Bonsoir à tous les auditeurs de Studio Tamani. Plus de peur que de mal. Moi, je crois que c'est d'abord une opération qu'on doit soutenir. Vous savez, le Malien a perdu depuis longtemps ce qu'on appelle le domaine public et le domaine privé est pour le Malien lambda une chose inimaginable. Si vous regardez un peu partout, les gens se permettent de construire à l'emporte-pièce. Ils se permettent de faire des installations à 5 mètres du mur de la maison. Et ça, c'est pas normal. Il faut qu'on revienne à cette notion du domaine public et du domaine privé. Que les gens comprennent que dès que vous dépassez les limites de votre domaine privé, vous êtes dans le domaine public. Et c'est une opération qui doit continuer. Moi, je crois que toute la population doit soutenir cela. Et comme on le dit, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Et ceux qui sont touchés par cette opération doivent comprendre que c'est un service public de l'État qui veut assainir la ville. Nous avons 250 milliards de francs CFA. On a utilisé environ 40% de cette somme pour l'urbanisation de Bamako. Et chaque fois qu'un nouveau régime est en place et qui veut mener cette opération, on commence à évoquer certaines choses. Moi, je crois que cette opération, elle doit continuer. Alors, l'opération qui doit donc continuer, mais Mme Togola Awasemega, c'est vrai qu'à beaucoup de niveaux, les gens s'interrogeaient, quelques-uns, enfin, beaucoup d'ailleurs s'inquiétaient. Alors, il semble finalement quand même que tout le monde ait compris les bien fondés de l'opération, n'est-ce pas? Oui, il me semble, parce que déjà, il faut rappeler que le gouvernement avait déjà entamé cette démarche similaire avant l'arrivée de Amikan à la tête de l'institution. Mais moi, je pense que ça peut se justifier dans la mesure où l'occupation illicite des voies, c'est pas une bonne chose. Et premièrement, il y va de la sécurité déjà des usagers, de la sécurité de la population et de la fluidité même de la circulation qui dérange terriblement l'embellissement de la ville. Donc, on peut se poser des questions de savoir, peut-être que c'est la forme qui n'y a pas été. Est-ce qu'on a assez recouru à tous les voies et moyens est-ce qu'on a suffisamment expliqué à la population en quoi consistent exactement ces opérations de déguerpissement? Madame Toula, mais c'est une opération qui exige certainement certains préalables. Absolument. C'est ce qu'on doit est-ce que ça a été suffisamment expliqué à la population? Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment une éducation civique citoyenne de la population malienne. C'est extrêmement important. L'État doit revoir complètement déjà le système éducatif, non seulement pas au niveau de l'école, mais également au niveau de la population, des sensibilisations, des campagnes de sensibilisation, des campagnes voilà, pour éduquer surtout. Benjamin Sangala, de Fraternité Africaine. Bon, merci, bonsoir. Je crois qu'il faut situer l'opération dans son contexte. On a dit c'est pour préparer le sommet France-Afrique.
bien sûr, préparer le sommet France-Afrique. C'est vrai, il faut aussi embellir la ville. Et c'est là, il faut que certains pays quand même le fassent. Maintenant, est-ce que le gouvernement de Bamako a suffisamment informé les gens avant de le faire? Je crois que oui. Bon, même pas tellement, parce que déjà, il y a eu des communiqués en amont pour dire, bon, écoutez, aux commerçants et tout occupants vraiment de dégager les artères. Mais vous savez que aussi, et d'autre part, nous sommes quand même dans un pays où vraiment on ne prend pas trop au sérieux tout ce que l'État dit. L'autorité de l'État est tellement bafouée. Et également les différentes mairies qui donnent les autorisations vraiment assez là de s'installer. En s'installer, ils leur disent écoutez, c'est une autorisation provisoire. Chaque fois que l'État ou l'administration aura besoin vraiment de ces espaces, on peut vous faire déguerpir. Il est important de responsabiliser tout le monde. Aussi bien les mairies, les gouvernorats, tous ceux qui sont en charge en fait de ces structures-là. Oui, moi je voudrais ajouter, je voudrais ajouter que Sagala vient de parler d'une opération de sensibilisation. Moi j'ai fait ma petite enquête, je suis revenu du Nord il y a peu, j'ai fait ma petite enquête pour voir un peu au niveau des mairies si est-ce que le gouvernorat avait fait des réunions pour essayer de sensibiliser, comme il a dit, c'est les mairies qui installent les gens. Les mairies, certains maires qui sont vraiment véridiques m'ont dit le gouvernorat a fait des réunions avec les mairies. Maintenant, les mairies étaient en train de négocier avec le gouvernorat pour essayer d'atténuer les effets collatéraux de ce déguerpissement. Ça a traîné en longueur. Et Amikan, on la connaît, c'est une dame de poigne. Elle est passée à l'action. Sinon, il y a eu une campagne de sensibilisation au niveau des mairies, même au niveau des commerçants détaillants. Le problème principal, c'est justement au niveau des mairies. Les mairies n'ont pas passé le message. Par exemple, en commune 2, au niveau du champ épique. Pas seulement le message. Avant même de passer le message, ils n'ont pas à délivrer des autorisations d'occupation. Oui, parce que dans les textes, c'est dit. Mais écoutez, je crois que cela a été perçu pendant quand même longtemps comme une norme. C'est dit aux commerçants, justement. C'est dit aux commerçants quand ils s'installent. La mairie leur dit de faire des installations provisoires, c'est-à-dire soit en bois, soit en métal léger, provisoire, c'est-à-dire le domaine peut être à tout moment déclarés d'utilité publique et peuvent quitter. Mais les gens se permettent de faire des trucs en béton, en ciment, en fer. Et sur des caniveaux même, c'est sur des caniveaux, bien sûr. Et moi, j'ai assisté par exemple au décès de certaines personnes qui logeaient dans ces Paul Ben, on peut certainement comprendre votre remarque, mais est-ce qu'il ne serait pas mieux de ne pas donner même ces autorisations provisoires? Le verre est suffisamment pourri dans le fruit, que sensibiliser, vous savez, il faut passer par la manière forte. Maintenant, le verre est suffisamment pourri dans le fruit, franchement. Alors, Madame Togola, certaines sources indiquent quand même que l'opération rentre dans le cadre des préparatifs du sommet Afrique-France. Il y a pas mal de rumeurs qui circulent par rapport pourtant au pays qui va abriter l'événement. Je rappelle que dans une interview, le gouverneur disait ceci: quand les étrangers vont partir, c'est tous nous les Maliens qui resterons. Alors, je fais ce travail pour mon pays, pas pour le sommet. Qu'en dites-vous? Non, mais c'est bien de le faire pour les pays parce que j'estime qu'il ne faut pas tout le temps attendre qu'il y ait des rencontres internationales dans notre pays pour rendre la ville belle. Prenons simplement l'exemple sur la Côte d'Ivoire où Ado, quand il est arrivé, il n'a pas eu à parler je vais faire ceci, je vais faire cela. On voit les résultats concrets. Donc je pense que les Maliens doivent être dans cette dynamique-là. Et vraiment, c'est extrêmement important. Vous voulez dire que les Maliens doivent au moins parler et beaucoup plus agir? Ils doivent plus agir plutôt que de parler. Voilà. Benjamin Sengala. Je crois que à la porte de chaque sommet international, on est peut-être affronté à ce genre de petits problèmes. On essaie de dégripper certains et juste maintenant après le sommet, les gens se réinstallent. Il n'y a pas de suivi. Maintenant, est-ce que, parlant de Amikan, je crois qu'au départ, il y a eu un certain nombre de démarches demandant est-ce qu'il peut vraiment assainir la ville de Bamako. Le choix s'est porté. Je crois qu'elle a aussi promis d'assainir Bamako dans 3 mois. Chose à voir. Est-ce que d'ici 3 mois, comme elle a promis, est-ce qu'elle peut arriver vraiment à assainir Bamako? Et également, ce qu'il ne faut pas oublier, et ceci sont les premières victimes, d'autres vont suivre. Il faut déguerpir. Maintenant, après ça, peut-être les mendiants et autres malades mentaux, peut-être, vont aussi peut-être abandonner le ville.
Oui, moi je crois que oui, j'ai échangé avec certaines personnes. Le prétexte n'est pas bon. Hein. C'est-à-dire, il fallait pas. C'est un communiqué il écrit noir sur blanc à l'occasion du sommet France-Afrique. Voilà. Le prétexte n'est pas bon, pas du tout. Il fallait pas prendre ce prétexte. Les conseillers à Amican n'ont pas été assez pointus, assez habiles, voilà, pour prendre ce prétexte. Maintenant, comme il a dit, c'est le suivi qui pose problème. Vous savez, je vous ai dit, il y a 250 milliards, on a utilisé moins de 40% de cet argent. Quand vous déguerpissez, quand vous cassez, il faut que l'embellissement suive. Je vois aujourd'hui, j'ai fait un peu les 6 communes du district de Bamako. Ce déguerpissement, ça laisse un petit goût amer parce que ça se fait un peu à l'emporte-pièce. Je suis en commune 1, quand je quitte du pont de Titibourou à celui de Kouroufina, c'est quoi, à chaque 100 mètres, après 200 mètres, après on laisse, il y a des trucs, c'est pas fait avec la manière, quoi, avec la méthode. Moi je crois que avant de commencer le travail, il fallait mettre une équipe technique en place. On casse, on répare, on embellit. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire le petit malin. Ils font le hangar, en bas c'est le ciment. On vient, on casse le hangar, en haut le ciment reste. C'est inachevé. Il faut faire le travail correctement. Je crois que c'est ça. Et ça commence ça me laisse un peu croire que vraiment dans 3 mois ça ne sera pas possible, ça c'est sûr. Mais après ça va poser des problèmes. Madame Toul, vous voulez réagir, Sangala? Bien sûr. En revenant aux différentes mairies, vous savez qu'en installant ces commerçants et tout là, la mairie gagne énormément d'argent. C'est les taxes et tout autre. Maintenant, est-ce que cet argent qu'ils gagnent, ça les permet également, ça devait quand même les permettre d'autre part d'embellir la ville, mais chose qui n'est pas faite. Oui, c'est le dernier souci. C'est le dernier souci des maires. Alors où va cet argent? Ce qu'il ne faut pas aussi oublier aussi, peut-être, je crois qu'en dégressant c'est lié, certains commerçants pourront vraiment se caser ailleurs. Et il y a aussi l'évasion fiscale qu'il ne faut pas oublier. Parce que des commerçants qui s'installent comme ça, et vraiment ils engagent énormément d'argent et à l'impôt ne paient que de modiques sommes. Bon, je crois que l'État doit essayer vraiment de voir tout ceci, les recaser quelque part et vraiment les rendre plus formels et vraiment qu'il n'y ait pas tellement d'évasion fiscale. Vous savez, ces occupants le long du Bamako, les artères, il y a tellement, ils engagent tellement d'argent. Maintenant, l'impôt, peut-être, on n'a pas encore assez. Monsieur, pas contrôlé. Monsieur Fomba, c'est qu'il faut, la chose sur laquelle il faut mettre vraiment l'accent, vous savez, nos conseillers municipaux, c'est des caïmans. Des crocodiles. C'est des gens, leur dernier souci, c'est le développement. Ils ne sont pas tous comme Paul Ben, n'exagérez pas. Moi, je mets les maires à l'épreuve. Celui qui peut lever le doigt pour me dire qu'il a développé sa commune. Je mets les maires à l'épreuve. Je vous dis, la commune la plus riche de Bamako, c'est la commune 3. Mais vous voyez comment elle en termes d'infrastructure, en termes d'infrastructure, en termes de richesse. Vous voyez comment la commune 3 se trouve. Vous voyez les rues de la commune 3. Je mets à l'épreuve. Je mets à l'épreuve un maire qui va me dire qu'il a développé sa commune. Je vous dis, le dernier souci des maires, c'est le développement de leur commune. Et le premier souci? Le premier souci, c'est se mettre plein la poche. C'est le premier souci. Ça, je vous le dis. Et il faut qu'on sanctionne les maires. Il faut que ça commence. Si on ne sanctionne pas les maires, ils vont continuer à faire du n'importe quoi. Il faut qu'on commence à les sanctionner. Il faut que ça se passe comme ça. Si on les sanctionne, si un maire est sanctionné, il y a un autre qui va venir. S'il ne fait pas, on le sanctionne. Et quand on va commencer à sanctionner, je crois que les gens vont se mettre au pas. Studio Tamani, dans un instant, la suite de ce débat. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Nous abordons maintenant le deuxième volet de ce forum de la presse. Les images vidéo circulent sur le net depuis quelques jours. 5 soldats maliens aux mains dans Sardine, une nouvelle annoncée quelques jours après l'arrestation de Mahmoud Bari, dont on dit qu'il est le leader de la Katiba en Sardine du Massina. Les autorités n'ont ni confirmé ni infirmé. Elles reconnaissent toutefois que 6 militaires sont portés disparus. Est-il facile de voir clair dans ce dossier, Madame Togola Awasemiga?
Oui, je pense très sincèrement que l'État doit véritablement revoir sa façon de communiquer. Parce qu'il ne faut pas attendre qu'on diffuse des images des soldats pour dire que oui, il y a des soldats qui ont été enlevés lors de l'opération de Nampala. Et ça montre encore plus que les terroristes sont encore plus, ils ont encore une force de frappe assez forte encore. Et l'important, leur stratégie, c'est la communication, rien que la communication. J'estime qu'il est extrêmement important que l'État revoie comment est-ce qu'elle communique. Parce que c'est ça qui est leur force. Benjamin Sangala. Bon, d'abord, la nature même de la vidéo qu'ils ont diffusée, c'est maintenant à l'État, sinon à la défense, de vraiment de clarifier les gens sur cette vidéo. D'abord, on donne le nom des militaires avec les numéros matricules et le nombre. Maintenant, jusque-là, l'État n'a pas réagi. Sinon, déjà, quand on connaît le nom des militaires et les numéros matricules, je crois que c'est plus facile vraiment de nous dire vraiment ce sont les vrais militaires ou ils ne le sont pas. Donc, on n'a pas procédé à une authentification de ces images pour l'instant. Puisqu'il n'y a pas de réaction. Voilà, puisqu'il n'y a pas de réaction, on peut vraiment penser ceci. Voilà. Paul Ben. Oui, bon, excusez-moi, c'est tragique, hein, mais bon, ça me fait un peu sourire parce que, comme Hawa l'a dit, il y a de l'amateurisme dans ce que nos forces armées et de sécurité ou bien le ministère de la Défense fait en matière de communication. Vous savez, après l'épisode de Nampala, vous avez certainement suivi ce fameux épisode où on a dit qu'il y avait 2 militaires maliens qui étaient tués et où la famille a commencé à faire le deuil. Après, ces militaires ont réapparu. Je crois que c'est d'abord sur le terrain que ça doit se passer. Quand il y a une attaque de ce genre, on essaye de rétablir la sécurité, qu'on aille sur le terrain, qu'on fasse un travail de fond. On peut bloquer l'information. Il ne faut pas que ça se diffuse. Nous avons tous nos parents qui sont sur le terrain. On a des enfants, on a des frères, on a des fils qui sont là-bas. Et puis on peut avoir l'information à tout moment. Et on peut la diffuser. La vidéo dont vous faites allusion, pourquoi elle n'a pas été authentifiée? À Nampala, à Djabali, nous avons des militaires sur place. Et dans chaque zone, il y a un officier de liaison de la DIRPA. Comprenez? C'est la DIRPA qui est un peu le cordon ombilical entre les relations. La DIRPA, c'est la cellule qui s'occupe de communication. La direction de l'information, des relations avec le public. Normalement, ils doivent faire ce travail de terrain pour essayer un peu d'éclairer la lanterne de certains. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 6 militaires portés disparus. Les informations pointues du terrain me disent à moi, selon mes enquêtes, il y a 5 militaires qui ont été pris en otage. Et aujourd'hui, on est en train de négocier. Parce que Ansaradine a désigné déjà 5 personnes que le Mali doit libérer. Ils sont en négociation actuellement. Ansaradine a désigné les 5 personnes parce que nos gens détiennent une 50aine de personnes qu'ils considèrent que c'est des complices ou bien c'est des terroristes. Et Ansaradine a désigné 5 personnes parmi ces gens que nous détenons. C'est des informations que vous pouvez vérifier? C'est vérifiable. Donc Ansaradine a déjà désigné les personnes qu'on doit libérer contre nos 5 militaires. Les négociations sont en cours. Espérons-le dans quelques jours que ça aboutisse. Donc je crois qu'il faut être pointu dans sa façon de travailler. Vous savez, nous sommes au Mali. Nous avons un État, normalement. On doit être capable d'aller chercher l'information où et qu'elle se trouve et avec tous les moyens dont on dispose. On ne va pas au Niger ni au Burkina, on est au Mali. On doit avoir cette information. Alors, s'il s'avérait tout de même que les 5 militaires sont effectivement pris en otage par Ansaradine, puisque de toute façon, officiellement, on ne l'a pas encore dit, mais si cela s'avérait, il va falloir entreprendre quand même des démarches pour les libérer. Que pourrait-on envisager, selon vous, Mme Togola, Hawa Semiga? Bon, je pense que c'est comme toujours, Paul vient de le dire, c'est des négociations. On a des gens des terroristes, ils ont nos soldats. Donc c'est clair qu'il y aura certainement des échanges. Même si ça ne se dit pas officiellement, mais je pense que c'est ce qui va se faire. Benjamin Sangala de
fraternité africaine? Des négociations, oui, mais je crois qu'il faut aussi savoir comment négocier. Bon, je ne vais pas quand même les apprendre la manière. Je crois que quand on est dans l'autre côté de la balance et qu'on pèse plus lourd, c'est encore mieux de négocier. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans... Est-ce que nous sommes dans une position assez forte pour négocier, pour nous imposer? Oui, il y a tout ça. Donc, des deux côtés, nous avons nos militaires détenus en sardine, comme l'autre dit, et nous détenons quand même certains de ces éléments. Est-ce que les éléments que nous avons ici pèsent vraiment dans la balance? Est-ce que c'est des vrais terroristes? C'est des vrais, je sais pas, c'est des vrais hommes en sardine? Est-ce qu'ils pèsent dans la balance? Donc, il faut quand même que nous arrivions à nous poser ce genre de questions, même si on arrive à libérer les 50 contre nos 5. Bon, voyons un peu qu'est-ce que ça peut nous apporter en termes d'impact, en termes de la lutte contre vraiment ces fléaux-là. Moi, je voulais tout juste ajouter que Nampala a souffert d'une légèreté au niveau du commandement, au plus haut sommet. Nampala, il y a 5-6 mois, Nampala c'était 700 bonhommes. Le jour de l'attaque, ils étaient 100. Et comme arme lourde, ils avaient un PKM. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est un PKM. C'était l'arme la plus lourde. Et 10 jours avant l'attaque, moi personnellement, j'avais certaines informations et j'ai approché certains hauts gradés de l'armée pour leur dire que bon, attention, Nampala est menacé, la population en parle, les subalternes en parlent, essayez de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, on va transmettre le message jusqu'à ce fatidique jour de 4 heures du matin où le côté est, où on avait des suspicions qu'il y avait des gens qui étaient en train d'épier. Parce que Nampala, ce n'est pas un camp militaire entouré, hein, comme vous les connaissez. Nampala, c'est quoi? C'est un truc imaginaire où les militaires ont essayé, avec les moyens qu'ils ont, de faire des checkpoints, d'essayer de cadrer un peu la zone. Et le côté est, où il y avait des suspicions, c'est ce côté est qui a été attaqué à 4 heures du matin. Et c'est là-bas qu'ils sont rentrés. Et bon... Je ne veux pas rentrer dans beaucoup de détails, mais ce qui s'est passé, c'est passé. Mais qu'il y avait des infiltrés dans la ville. Donc il faut... Il est important d'écouter en fait. Exactement. Nous, ces derniers temps, on a toujours entendu dire qu'il faut la coopération de la population. Mais quand la population vous dit des choses, mais allez vérifier. La moindre des choses. Moi, je veux vous dire, hein, ça peut me coûter ce que ça peut me coûter. Le commandant en chef qui était là-bas à Nampala, si je suis chef suprême des armées, je leur ai dit. Ça, je vous dis. Ce qui s'est passé à Nampala est très grave. C'est de la légèreté inimaginable. Si je suis chef suprême des armées, je leur ai dit. Je ne rentre pas dans les détails, mais ceux qui sont sur le terrain, ceux qui étaient sur le terrain, en savent un peu. C'est votre opinion, Paul Ben. À présent, nous allons parler des pluies. Et depuis des semaines, il pleut abondamment sur beaucoup de localités du Mali. Les pluies sont souvent très fortes et mettent du temps à s'arrêter. Alors, beaucoup de gens ont commencé à s'inquiéter. Des inquiétudes qui sont fondées puisqu'il y a eu déjà des pertes en vie humaine. Le chiffre avancé est la dizaine. Il y a eu beaucoup de dégâts. Au rythme où vont les choses, faut-il craindre le pire, Benjamin Sangala? Bon, peut-être. Pour le moment, on ne peut pas, sans être météorologue, on ne peut pas en tout cas dire ce qui va advenir. Mais je vais lier cet élément au déguerpissement et autres. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui à Bamako, les occupants sont en train d'occuper les caniveaux et tout autre. Chose qui a quand même bouché les caniveaux. Donc l'eau ne circule pas. Et je crois qu'avec ce déguerpissement, on peut aussi curer les caniveaux, permettre vraiment à l'eau un peu de circuler. Et chose qui va ici à Bamako, à moindrir quand même le taux d'inondation. Bon, et chaque année, on nous parle d'inondation. Est-ce que les mesures vraiment sont prises pour qu'il n'y ait pas tellement de dégâts? Qu'on ne vienne pas toujours après le médecin après la mort. Finalement, c'est comme peut-être un cercle vicieux parce qu'on a compris que tous les ans, quand l'hivernage arrive, alors c'est la pluie, c'est les caniveaux qui sont bouchés, on commence à se débrouiller pour essayer de laisser un passage. Alors l'hivernage passe, encore les caniveaux sont bouchés. Est-ce qu'il ne faut pas finalement trouver à Wassemega une solution durable? Justement, c'est ce que je disais. Moi, je pense que sincèrement, l'État prend
ne prend pas assez au sérieux l'inondation. Parce que chaque année, mais c'est clair, chaque année c'est la même chose. On ne va pas répéter une chose, déjà si une année ça se passe. Il faut chercher à savoir quelles sont les voies et moyens pour solutionner. Il ne faut pas attendre chaque année quand il y a inondation pour chercher des solutions. C'est pas ça, on cherche des solutions en amont et maintenant on agit pour prévenir la prochaine inondation. Mais si chaque année il faut que des populations meurent, qu'il faut qu'il y ait des maisons qui soient détruites, des populations sinistrées, mais finalement on se dit que l'État s'en fout. Monsieur Fomba, je parlais tout à l'heure du souci des maires. Vous savez, je vous disais que le dernier souci des maires, c'est le développement du pays. Je lis ce travail de déguerpissement, de démolition à la responsabilité des maires. L'inondation, c'est pas... Quand vous allez installer, vous êtes maire, vous avez minimum, vous avez des conseillers qui sont quand même un peu intelligents de voir que ici c'est un passage, c'est un cours d'eau, ou bien c'est un ancien cours d'eau. Et l'eau, comme on le dit à Bambara, ne laisse jamais sa route, continue sa route. À un certain moment, elle va venir. Vous installez les gens, vous vendez des parcelles à des populations, sachant très bien que c'est un cours d'eau où il y a un risque d'inondation. Et chaque année, c'est la même chose. Et même ça impacte sur chaque année, il y a les goudrons qui sont refaits à cause de quoi? À cause de l'inondation. Vous pensez que les maires, ils ont un souci pour le développement du pays? S'ils avaient un souci... je vais vous dire, nous sommes dans un pays qui est très vaste. Nous avons des villes, nous avons des localités qui ont des rues très grandes. Si vous faites un travail de viabilisation normal, il n'y aura pas d'inondation. Nous avons cette chance. Sans la ville de San, la ville de Bla, la ville de Ségou, la ville de Gao, la ville de Tombouctou, nous avons des rues très larges. Et pas de canalisation. Mais pas de canalisation. Je vous dis, Gao, c'est l'une des villes, la ville de Gao est l'une des villes qui comporte les plus grandes rues au Mali. C'est très grand. Mais Gao est beau en saison sèche. Quand il pleut, c'est foutu. Vous pouvez faire la déduction. Est-ce qu'il faut attribuer cela à une légèreté ou plutôt à un manque de moyens, Sangala? Bon, manque de moyens, je crois peut-être non. Je crois que dans tout ça, il faut avoir une certaine volonté politique de le faire. Si on n'a pas la volonté de le faire, 100 ans, on sera au même niveau de départ. Voilà. Alors, Madame Tougoula Wassemega, il y a certainement la volonté qui manque, mais il faut beaucoup de moyens. Il faut beaucoup de moyens quand même pour les moyens. Mais même si on a des milliards pour refaire, pour solutionner, si on n'a pas la volonté, ce sera zéro. Il faut avoir la volonté et l'esprit de travail. Surtout au niveau non seulement des mairies, et également au niveau même de la population. Et je reviens sur le fait de revoir l'éducation civique citoyenne de la population malienne. C'est extrêmement important. Monsieur Fomba, je vais vous poser une question. Si vous avez les 6 communes du district de Bamako, vous avez des nouveaux quartiers, ce qu'on appelle les quartiers ruraux, comme Sabalibougou, Nyamakoro, Missabougou. Vous savez combien de terrains les maires ont vendus dans ces nouveaux quartiers? Si l'argent de la vente de ces terrains était utilisé à bon escient, vous pensez qu'on ne va pas faire des canaux pour que l'eau circule quand il pleut? Vous pensez que cet argent ne pouvait pas suffire à ça? Les taxes, les TDRL que les maires prélèvent, vous pensez que cet argent-là ne peut pas servir à faire des canalisations? Il faut juste une population responsable. Vous savez, les maires sont les premiers responsables de cette inondation. Quand Ibeka venait au pouvoir en 2013, il a fait des déclarations. Avec l'inondation de Bankoni. Justement, il a fait des déclarations. Pour dire que jamais plus on va installer les gens sur les lits d'eau. Bon, écoutez... Et qu'est-ce qui a suivi? C'est le Mali, non? Des belles déclarations et après, on s'arrête. C'est comme ça. On se retrouve pour la suite de cette émission dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani.
Avant de passer à un autre sujet, je vois Benjamin Sagala qui voulait quand même réagir par rapport à ces dossiers assez brûlants des inondations. Benjamin, on vous écoute. Je disais qu'on n'a pas tellement de moyens, hein, mais le peu qu'on a, qu'on utilise à bon escient. C'est-à-dire que les maires, en tout cas, même Paul Ben venait de tout dire le nombre de milliards qu'on a. Et jusque-là, c'est un certain nombre, 40% qu'on a utilisé pour l'embellissement et l'assainissement de tout. Maintenant, le peu qu'on arrive vraiment à qu'il n'y ait pas de détournement de fonds. C'est si on investit pour l'assainissement, qu'on fasse vraiment l'assainissement de Bamako. Et que les caniveaux soient kirés et tout autre. Maintenant que les gens qui y sont, qu'on les dégage. Maintenant, et qu'on suit des responsabilités également. Si ce sont les maires qui en sont responsables, qu'on les sanctionne. Et cette sanction passe forcément aussi par une certaine éducation de la population. Il faut que la population vraiment soit éduquée à tout cela. C'est de Kidal que nous allons parler à présent. Kidal qui inquiète toujours malgré l'accalmie qui y règne après les affrontements entre le Gatia et les ACIA le week-end dernier. En effet, il y a toujours lieu de se faire des soucis car il n'y a toujours pas de compromis entre les deux parties, même si, dit-on, des tractations sont en cours. Alors, l'impasse va-t-elle encore perdurer à Kidal? La question s'adresse à vous en premier lieu, Paul Ben. Kidal, le point noir, le gros morceau. Bon, écoutez, Kidal est sous tension. À l'heure où nous sommes dans ce studio, Kidal se vide de sa population, ceux qui étaient retournés croyant qu'il y aura une accalmie, une embellie après la signature de l'accord, sont en train de quitter Kidal. Les gens sont en train de quitter parce que c'est très très tendu entre la plateforme et la SEMA. Si dans les prochains jours on assiste encore à des affrontements, que cela n'étonne personne. Parce que vous savez, moi on va me taxer d'être un peu trop salé dans mes commentaires, mais il faut que Bamako prenne ses responsabilités. Vous savez, quand on vous aide, il faut se laisser aider. Il ne faut pas scier la branche sur laquelle on est assis. Dans chaque pays du monde, M. Fomba, vous avez un groupe qui n'est pas paramilitaire, qui n'est pas de l'administration, qui vous aide. Et quand on vous aide, il faut accepter qu'on vous aide. Je le dis parce que tout récemment, vous avez suivi avec nous le feuilleton Gamou, Gatia, CMA, ceci, cela. Moi, je crois que ce feuilleton-là n'a pas du tout aidé le Mali dans sa démarche, dans sa quête de restaurer la paix et la concorde nationale. Et surtout en ce qui concerne Kidal. Moi, je crois qu'il y a certains débats pour lesquels le gouvernement du Mali, l'État malien, doit se mettre au-dessus de certaines considérations. Il ne faut pas que des conseillers inutiles viennent auprès du président de la République lui faire part de certaines choses qui ne sont pas vraies. Et quand on les prend pour argent comptant, je crois qu'on en arrive là. Madame Tougoula Wassemega. Oui, je pense que la situation à Kidal, vraiment, c'est assez ambigu. Parce qu'il ne peut pas avoir deux commandements dans un bateau. C'est pas possible. Soit tu es là, soit tu n'es pas là. D'une part, de l'autre part, on a le Gatia, il y a les forces internationales, il y a l'armée. Finalement, comme Paul vient de le dire, je pense que l'État doit vraiment prendre ses responsabilités. On ne sait vraiment pas qu'est-ce qui se passe réellement avec Kidal. Qu'est-ce qui se passe réellement? Si il faut passer par l'accord de paix, il faut l'appliquer comme il se doit, à Kidal également, comme c'est appliqué ailleurs. Moi, je pense vraiment qu'il faut faire recours à l'accord de paix et qu'on sache réellement ce qu'on veut, ce que l'État veut. Alors, continuez, allez-y. Voilà, c'était mon... Et puis, est-ce que la population s'identifie à la SEMA? La population s'identifie au Gatia? Est-ce que c'est pas de la terreur? C'est la pauvre population de Kidal qu'on doit voir. Voilà, c'est la population qui en pâtit de toute cette situation-là. Et je pense que les forces internationales qui sont là doivent être arbitres. Ils doivent vraiment faire attention et ne pas s'interposer dans
avec certaines actions. Ne pas soutenir, je ne dis pas qu'elle soutient une force contre une autre, mais je pense qu'elle doit vraiment rester impartiale. Benjamin Sangala de Fraternité africaine. Oui, je crois que dans cette histoire, il faut aller au-delà de la CEMA plateforme. C'est plutôt un problème communautaire. Pour le jeu de Kidal, pour le peut-être. Vous savez que à Kidal, c'est peut-être un peu les Mgat, les Ifogas. Bon, et Gamou et Mgat, l'autre est Ifogas. Finalement, c'est pratiquement les orgues qui sont en train de mettre une communauté va se voir au-dessus d'une autre et l'autre ainsi de suite. Donc vous voyez que finalement ça dépasse les clivages plateforme SEMA. Même si aujourd'hui sur les papiers ils vont, vous savez que c'est bon, la peine n'est pas seulement au bout d'un biquet, mais il faut aller au-delà. Il faut que la communauté internationale, il faut que l'État malien arrive vraiment à résoudre vraiment ce problème communautaire. C'est le plus important aujourd'hui. Oui, je voulais aussi préciser quelque chose. Il faut cette fameuse communauté internationale représentée à Kidal par la MINUSMA et Barkhane. On ne doit pas se voiler la face. C'est des gens qui prennent parti. La semaine dernière, quand il y a eu les affrontements à 40 km de Kidal, le chef secteur des opérations nord de Kidal, l'adjoint, a fait une interview qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux. Dans l'interview, c'est clairement dit, on empêche la plateforme de rentrer à Kidal, mais on n'empêche pas la CMA de sortir de Kidal pour aller attaquer ou bien s'attaquer à des gens. Ça, c'est ce qui était clairement dit dans l'interview. Et moi, je crois que c'est une très mauvaise chose. C'est une très mauvaise chose parce que tout ce qu'on nous a dit jusqu'à présent, c'est que la MINUSMA est venue comme force d'interposition. Barkhane est là pour lutter contre les terroristes. Mais dans les faits, quand vous arrivez à Kidal, vous voyez une autre chose. Quand vous quittez Gao pour aller à Kidal, à Anefis, ça c'est la moitié du chemin. Là-bas, c'est la CMA qui contrôle. D'ailleurs, quand vous quittez Gao, entre le poste d'Al-Moussarat, où l'armée malienne est, et Gao, il y a une position de la CMA. Ça, c'est les Chamanamas qui sont là-bas, la CMA. Vous arrivez à Al-Moussarat, ça c'est l'armée malienne. À Anefis, ça c'est la CMA. Actuellement, quand vous rentrez à Kidal, c'est la CMA. Avant, il y avait le Gatia à la plateforme, mais maintenant, il n'y en a plus. C'est un partage de gâteau, on va dire. Oui, mais, écoutez, Kidal, c'est comme ça. Kidal, depuis 2012, c'est la CMA. Avant la CMA, il y avait le HCUA, le MNLA et puis le MA, Pro-CMA, qui gérait la ville. C'est-à-dire, il y a un comité de gestion qui est là. La santé, l'éducation, l'assainissement, la sécurité, ça c'était la CMA. Après, la plateforme a dit, à travers le Gatia, nous aussi, on veut... Il y a des gens de la plateforme qui sont de Kidal. Nous aussi, on veut venir pour participer à la gestion de la ville. Pour manger quelque chose. Et c'est ça le point. C'est ça le point de discorde jusqu'à présent entre ces deux groupes. Et la communauté internationale prend parti pour la CMA. Peut-être à Bamako, de 1800 km, on ne le sait pas. Mais quand vous êtes en ville, vous le voyez à tout bout de champ. Et ça, c'est pas bon. Il faut que le Mali tape un peu du poing sur la table pour dire que, bon, écoutez, c'est quand même le Mali. Et puis, il faut que nous aussi, qu'on ait notre... Même si, comme Barkhane, moi, les gens de Barkhane me l'ont dit, la France n'est pas prête à donner les clés de la sécurité au Mali, au nord du Mali. La France n'est pas prête à donner les clés de la sécurité du nord du Mali. Pas encore. C'est ce qu'ils m'ont dit. Benjamin Sangala. Oui, c'est pour un peu corroborer Paul. Dans le secrétaire général de Gatia, Fag Almoud, je crois, disait dans une interview que, bon, on ne peut pas les inscrire de la gestion de Kidal. C'est tous des peaux rouges, comme entre guillemets. Et pour dire que jusque-là, il y a des petits problèmes de gestion. Et c'est des problèmes de fractions. Et vous voyez, quand vous regardez un peu l'architecture de ces mouvements, de la composition de la CMA, c'est simplement peut-être HIA, peut-être qui est dirigé par une certaine fraction, qui font MLA, ainsi de suite, MA et autres. Vous voyez, des Arabes, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, qu'on ne se voit pas la face, comme Paul dit, et la lenteur dans la décision de la communauté internationale, la lenteur même de l'État, vous voyez, donc, pose un certain nombre de problèmes.
Et plus la situation va perdurer, plus Kidal va difficilement être récupérable. Donc il faut que l'État mette ça un peu dans la tête. L'État, bien que ce soit nous. Voilà. Très rapidement, une dernière chose. On est aujourd'hui dans la phase de sensibilisation. Il y a une mission de sensibilisation qui est en train de sillonner tout le Mali. Hier, ils étaient à Ménaka. Avant-hier, c'était Gao. Il va rester la phase de Kidal. Voyons un peu ce qui va se passer. Si les Kidalois acceptent que la mission de sensibilisation aille, c'est que c'est un petit pas de sensibilisation par rapport aux autorités. Oui, du gouvernement, par rapport aux autorités intermédiaires. Voilà. Ils étaient hier à Ménaka, ils sont à Gao aujourd'hui, ils doivent aller à Kidal. Voyons si Kidal va accepter qu'ils aillent. S'ils vont, c'est un pas qui sera franchi. Bon, il nous reste très peu de temps. Nous allons quand même tenter de dire un mot de la HAC, qui est donc la haute autorité de la communication du Mali. Elle vient d'entamer sa toute première session. Qu'attendez-vous de cette session, Mme Tougoula Ouassemega? J'attends beaucoup parce qu'il y a trop de dérives au niveau de la presse, il faut se le dire, il ne faut pas se leurrer. Et j'estime qu'il est extrêmement important que la HAC prenne vraiment des décisions adéquates pour vraiment solutionner des problèmes au niveau de la presse malienne, que ce soit au niveau des radios, des chaînes de télé, des journaux en ligne. Il faut vraiment réglementer tous ces secteurs-là. Benjamin Sagala. Bon, la HAC, ça nous interpelle tous. Vous savez que, comme l'autre l'a dit, nous avons un sérieux problème dans les médias aujourd'hui au Mali. Et il faudrait aussi que la HAC vraiment ne mette pas la charrue avant le bœuf. Ne mette pas la charrue avant le bœuf. Qu'on aille pas à pas. Aujourd'hui, l'objectif recherché, c'est d'arriver à avoir une presse responsable, une presse indépendante et vraiment professionnelle. Et là, nous avons du temps. Maintenant, si peut-être la HAC va prendre tout de suite, oui, je veux vraiment arriver rapidement, ça va être vraiment de n'importe quoi. Et vous verrez, il y a tellement de choses, d'institutions qui ont passé. Et quoi encore, on parle de l'ODEP, on parle de tant d'autres. Mais cette fois-ci, c'est encore bon. C'est tout le monde, c'est l'État, c'est la société civile, c'est nous, médias. Et le but est chercher, comme je l'ai dit, c'est vraiment d'arriver à avoir une presse responsable, une presse professionnelle et autres. Et là, il nous faut du temps. Paul Ben. Oui, moi je vais juger le maçon au pied du mur. Très bien. Je vais juger le maçon au pied du mur. Ce que je suggère à la HAC, c'est faire un travail de ça. C'est-à-dire, il faut commencer par réglementer. Il ne faut pas aller avec le dos de la queue. On a vu tellement, nous avons la maison de la presse ici, nous avons une kyrielle d'associations, de journalistes, d'éditeurs de presse. Il faut qu'on réglemente les choses. Vraiment, il faut qu'on réglemente, il faut qu'on prenne un grand balai. Je vous ai dit ici, sur ce même plateau, que nous avons trop de télé, de radio pirates. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'agrément d'autorisation. Il faut commencer à faire un travail de nettoyage dans notre famille. Sinon, on ne peut pas avancer. La réglementation, ce n'est pas ce qui manque, c'est plutôt l'application. Oui, bien sûr, mais justement, c'est ça. J'ai dit qu'il faut appliquer. Voilà. Au Mali, ce n'est pas les lois qui manquent, ce n'est pas les textes qui manquent, mais c'est l'application. Donc, vous dites que les Maliens sont bons théoriciens. Ah oui, si, bien sûr. Si vous voulez monter un projet, venez au Mali. Si vous voulez le défendre, allez au Sénégal. Et si vous voulez le mettre en œuvre, allez au Burkina. Ça, c'est un Européen qui l'a dit. Ça, c'est Madame Tougoula Ouassemega, le mot de la fin. Ok, donc je vais juste espérer que la HAC sera vraiment impartiale et réglementera le secteur de la presse au Mali. Voilà, c'est sur ces propos qui s'achève donc le forum de la presse de ce vendredi. Comme invité, nous avons reçu Mme Tougoula Ouassemega de Kunafoni.com, Benjamin Sangala de Fraternité africaine et Paul Ben, journaliste indépendant. À vous tous, merci. À la mise en onde, il y avait Seydoubo. De l'autre côté, donc Gagny Kanté à la régie vidéo, présentation Seydou Fomba et réalisation Ousmane Diadje Touré. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous pour un autre forum le vendredi prochain. À toutes et à tous, bon week-end. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.